Bienvenue dans Figure de Sport. Je suis Bruno Hubi, coureur d'ultra-distance, 2 fois champion du monde de 100 km avec l'équipe de France, vainqueur des 100 km de Millau, entraîneur, passionné de sport. Dans ce podcast, je chausse mes baskets d'intervieweur pour vous faire découvrir un invité au parcours inspirant. Celles et ceux pour qui le sport a tenu une place centrale ou déterminante dans leur parcours de vie. Ici, on parle d'exploits, de dépassement de soi, de défis personnels. Dans chaque épisode de Figure de Sport, je vous emmène à la rencontre de personnalités qui ont repoussé leurs limites et les frontières du possible en se servant du sport comme source d'épanouissement et de levier de la réussite dans leur vie personnelle et professionnelle. Mon invité du jour a terminé 3 fois dans le top 6 de l'UTMB. C'est la première personne à m'avoir parlé il y a quelques années déjà du Tour des Géants, 330 km, 24 000 mètres de dénivelé positif, épreuve à laquelle il allait participer. Vous pensez qu'on va parler d'ultra trail ? Pas forcément, c'est pas la raison principale pour laquelle j'accueille aujourd'hui Guillaume Millet. Vous êtes fatigué ? Il va vous expliquer pourquoi il essaye de mieux comprendre les mécanismes de la fatigue chez l'être humain. Guillaume est aussi celui qui veut faire courir de zéro, parce qu'elles sont sédentaires, à 100 km, 40 personnes, afin de montrer et de prouver les intérêts de la pratique des activités physiques pour notre santé. J'ai coutume de dire que la course à pied est un médicament, et bien lui, il le prouve. Vous comprenez qu'avec mon invité, on va avoir de quoi discuter. Bonjour Guillaume. Hello Bruno. Je suis ravi que tu aies accepté d'être l'invité de ce nouvel épisode de Figure de Sport. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Non, c'est un plaisir de te recevoir. On a plein de sujets sur lesquels on va pouvoir discuter et j'ai hâte. Alors, comme c'est la coutume sur ce podcast, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, il paraît que ça se fait. Donc, je suis Guillaume Millet, je suis professeur de physiologie de l'exercice à l'université de Saint-Étienne. Après avoir un peu bourlingué, notamment j'ai passé 5 ans au Canada, j'étais déjà à Saint-Étienne en partie au Canada, je suis revenu à Saint-Étienne, preuve qu'on y est bien, et surtout j'ai la chance de travailler dans des locaux et dans un laboratoire équipé de façon rêvée. Il n'y a pas mieux en France en toute objectivité. Donc voilà, ça c'est mon métier. Je suis membre de ce qu'on appelle l'Institut universitaire de France. Voilà, je suis assez fier de ça, donc je te dis quand je me présente. Et surtout, je suis un amoureux des sports d'endurance que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années, que je pratique encore. Je l'ai pratiqué en compétition pendant 35 ans. Donc ça nous fait un point commun, même toi peut-être encore plus que moi en compétition. Et puis voilà, pour compléter ma présentation, je dirais que j'adore faire ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire vulgariser mon travail et puis le travail des autres, donc vulgariser sur les sciences du sport. Et voilà, mon métier c'est de faire bouger les gens, donc ça fait partie des moyens, ce genre d'exercice pour essayer de faire bouger les gens. Et puis mon métier c'est aussi de comprendre effectivement ce qui se passe lorsque l'on bouge un peu ou lorsque l'on bouge énormément, comme dans le cadre des ultra-trails. D'accord. Alors tu nous as parlé, mais pas dans le détail de ton parcours sportif. Moi, je l'ai évoqué dans la présentation. Quand tu m'avais parlé du Tour des Géants, 330 km, je me suis dit, mais on va s'arrêter où ? L'être humain n'a décidément pas de limite, que celle peut-être de son imagination. Maintenant, je vais pas dire que c'est banal, 330 km, faut pas exagérer non plus. Mais bon, l'évolution des épreuves de longue distance, notamment dans l'ultra-trail, elle est, je trouve, assez incroyable. Alors, peut-être que tu pourras nous dire ce que tu en penses, mais ta rencontre avec le sport, comment ça s'est passé ? Où, quand, comment, voilà, au départ, le petit Guillaume, il a commencé à faire du sport jeune ou bien ? Moi, j'ai su skier avant de savoir marcher. D'accord. Donc, je suis originaire du Haut-Jura, je sais pas si tu le savais. Et à l'époque, il y avait de la neige. Enfin, il y en a encore un petit peu, mais il y en avait beaucoup. Et effectivement, donc j'ai été mis sur des planches par mon papa assez vite. Et voilà, donc en fait, on avait, je dis souvent en plaisantant, mais c'était mais à moitié en plaisantant,
que le dimanche matin, notre maman, je dis notre parce qu'avec mes frères et sœurs, nous proposait d'aller à l'église et notre père nous proposait d'aller faire du ski de fond. Donc autant dire, j'ai pas mis souvent les pieds à l'église. Donc voilà, c'était une vie où voilà, c'était vraiment donc depuis tout petit en fait. Mon père était prof d'EPS et donc depuis tout petit, j'ai fait du sport et tous les sports, pas seulement des sports d'endurance, des sports collectifs, etc. Je me souviens quand j'étais gamin, par exemple, ça va te parler, hein, en tant que prof d'éducation physique et sportive, le mercredi après-midi, je faisais de 2 à 4, je faisais l'UNSS. De 4 à 6, je faisais du foot et de 6 à 8, je faisais du tennis de table. Donc voilà, c'était ça ma vie. Donc j'ai fait beaucoup de sport. Et depuis le temps, mais c'est une chance. Alors bien sûr, il n'y a pas que le sport dans la vie, c'est bien aussi de faire du théâtre, de la musique et d'autres activités, mais quand même le sport c'est une chance pour le fun, pour le plaisir qu'on peut en retirer, mais c'est surtout une chance pour la santé. On va en reparler longuement quand on va parler de fatigue et plus généralement des effets bénéfiques du sport ou de l'activité physique, mais c'est surtout une chance d'en faire. Je remercie vraiment mes parents qui sont encore en grande forme d'ailleurs à plus de 90 ans parce qu'ils ont fait de l'activité physique toute leur vie. Et je les remercie parce que en donnant goût au sport, comme on m'a donné goût au sport, bah, ça nous permet de garder cette appétence tout le long de la vie en fait. Et même si c'est toujours difficile de mettre ces chaussures de course à pied, c'est quand même beaucoup moins difficile pour nous. Enfin, je te mets dans le lot parce que je pense que c'est pareil pour toi, mais que pour des gens qui n'ont pas fait de sport pendant leur enfance ou qui ont simplement fait des cours de PS. Parfois, ça se passe super bien en EPS, parfois un peu moins bien. Mais en tout cas, quand on a des parents en plus qui t'amènent sur les sentiers, qui t'amènent sur les terrains de sport ou dans les piscines, ça, c'est vraiment une chance incroyable pour des enfants. Donc voilà, je fais partie de ces enfants qui ont eu cette chance-là. D'accord. Comme Obélix, t'es tombé dans la marmite, t'es tombé dans la marmite très jeune. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, à ce propos, comment est-ce que tu répondrais? Parce que moi, j'ai pas forcément toujours la bonne réponse. Moi, j'ai commencé très jeune aussi, mais comment est-ce que tu répondrais au fait que le sport pourrait être une addiction? Tu as cette façon de présenter le sport en disant que c'est une chance. Moi, je sais que j'ai du mal à me passer d'activité physique au quotidien. Comment tu vois ce versant du sport et de l'addiction pour des gens qui, comme toi, comme moi, on fait du sport tout le temps, ne peuvent pas s'en passer? Comment tu abordes cet aspect-là? En tant que médecin, en tant que pratiquant, mais surtout en tant que scientifique, c'est intéressant. Moi, je suis pas forcément toujours capable de bien formuler ça. Ouais, l'addiction qu'on appelle soit bigorexie, mais plus encore maintenant de nos jours, on appelle ça plutôt la pratique problématique, effectivement. Je réponds en disant que c'est une vraie pathologie qu'il ne faut pas sous-estimer, qui existe, mais qu'il faut pas non plus surestimer en termes de prévalence. Il y a très peu de gens qui sont réellement dans ce cas-là, qui sont réellement addicts au sport. Il y en a, donc ces gens-là, il faut les traiter, les soigner vraiment, c'est-à-dire qu'ils aillent voir des psychiatres, parce que il faut vraiment pas sous-estimer l'addiction au sport, comme on peut être addict au jeu, au sexe, ou toutes ces addictions sans substance, mais ou au travail d'ailleurs. Ouais. C'est un petit peu mon cas, mais c'est souvent ouais, ça peut être quand même problématique parce que c'est souvent des addictions qui sont plutôt bien vues dans la société en disant ouais, regarde lui il fait beaucoup de sport ou lui il travaille beaucoup, c'est admirable. Et en fait non, quand on est réellement addict, c'est au sport comme au travail ou comme au jeu, c'est problématique et donc il faut effectivement s'en occuper et suivre ces gens-là. Mais ces gens-là, c'est quoi? C'est difficile à dire précisément, mais c'est vraiment quelques pourcents. Donc, c'est un petit peu comme quand on parle des effets du sport ou de l'activité physique en disant, OK, c'est bon pour la santé, mais attention, oulala, tout de suite derrière, il vient, attention de pas trop en faire. Oui, c'est vrai. Effectivement, faut pas trop en faire. Et réellement, les gens qui qui sont addicts sont dans ce cas-là. Ils en font beaucoup, mais allez, si c'est 3% des gens, peut-être, c'est le bout du monde. Donc, il faut quand même pas oublier les 97 autres pourcents qui feraient bien d'en faire plus, quoi. Voilà. Donc, je réponds en disant que oui, ça existe, mais qu'il faut pas non plus en faire des caisses avec ça. Bon, ça va, je suis rassuré alors. C'est pas grave, Après, il docteur, faut si je fais du sport tous les différencier jours. le besoin de se mettre en mouvement parce que on connaît les bienfaits que ça peut avoir sur notre psychique, etc. Et la vraie addiction, c'est quand même c'est pas la même chose. Est-ce que toi, tu es dans le cas où quand tu peux pas faire ta séance,
tu deviens vraiment insupportable, que tu vas y aller quand tu es blessé. C'est ça l'addiction au sport, c'est-à-dire tu es blessé, tu as des douleurs, tu as une réunion de famille qui est importante et que ta femme te bassine depuis 3 mois pour aller faire cette réunion de famille, mais non, tu n'y vas pas parce que tu veux absolument faire ta course ou ton entraînement. C'est ça l'addiction, la vraie addiction au sport. Que l'on ait envie de pratiquer, moi j'appelle pas ça de l'addiction, j'appelle plutôt ça un comportement sain. Donc c'est pas pareil. Voilà, souvent on mélange un petit peu tout quand on parle d'addiction au sport. Ok, bon ça va, je suis rassuré. Moi, je suis pas un expert du domaine, mais ouais, enfin ça. Je vais pas commencer par dire que ta question m'agace, mais parce qu'elle est importante et bien sûr qu'elle est légitime, mais souvent quand on parle des effets bénéfiques, tout de suite derrière vient oulala, attention, les excès de sport. Putain, mais parlons de ça, mais arrêtons de parler de ça d'abord. Parlons d'abord des effets bénéfiques et puis effectivement, on va parler des choses qui fâchent, mais ces choses qui fâchent, encore une fois, ça représente peut-être 5% des gens. Parlons d'abord des 95% et après on parlera des 5%. Et ben voilà, ça méritait d'être dit et ça méritait d'être précisé. Alors, au moment où on enregistre ce podcast, les journées sont courtes, il fait froid, on est dans la période des fêtes de fin d'année qui se terminent. On parle beaucoup de fatigue. Moi, voilà, même des médecins d'ailleurs qui nous disent que c'est normal d'être fatigué en ce moment, etc., etc. Alors, après t'avoir demandé si j'étais addict, je vais te poser une autre question, Guillaume. Moi, si aujourd'hui je te dis je me sens fatigué, alors est-ce que je le suis vraiment? De quelle fatigue je parle? De quelle fatigue on parle? Alors, je sais pas, moi, si tu es fatigué, c'est à toi de me le dire. Parce que la fatigue, alors, on parle pas de la fatigue du sportif, hein, on est d'accord. Là, on parle de la fatigue de monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. C'est une sensation, c'est quelque chose de subjectif. Donc, si tu me dis que tu es fatigué, bah, tu es fatigué. Petit bémol quand même, si tu dis je suis fatigué tous les ans, quand les jours commencent à raccourcir, etc., je suis fatigué. Bon, on va peut-être se demander si c'est pas un petit coup de déprime plutôt, lié au fait qu'il y a un peu moins de lumière, etc. Est-ce que c'est vraiment de la fatigue? Parfois la déprime ou même la dépression, ou la déprime et la fatigue légère, ça peut être confondu, ou la fatigue plus sévère et la dépression, ça peut être aussi confondu. Donc c'est pas toujours facile de faire la différence parce qu'on rapporte ce sentiment où on se sent moins d'énergie, etc. Et si c'est passager, si c'est effectivement parce que il fait pas beau, parce que en ce moment ta vie ça va un petit peu moins bien, mais que c'est passager et que peut-être que dans 15 jours ça ira mieux, c'est pas dramatique. Par contre, si ça dure, effectivement ce sentiment de manque d'énergie, si ça dure, si ça impacte ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie professionnelle, et si ça dure plus de 6 mois, là on va parler effectivement d'une fatigue chronique. Et là, pour le coup, c'est un vrai problème de santé dont il faut s'occuper. Et contrairement à l'addiction au sport, pour le coup, qui concerne beaucoup plus de gens. Pas tout le monde, heureusement, mais et que l'on soit fatigué à un moment donné dans sa vie, c'est normal. Quand on est malade, on va être fatigué. Voilà. Mais si on parle de fatigue, il faut pas que ça dure plus de quelques semaines ou quelques mois. Dans quel cas, il faut commencer à s'en inquiéter vraiment. Donc est-ce qu'on peut dire que la fatigue c'est un mot valise et qu'on y met dedans un peu tout ce plein de choses et peut-être trop de choses. Nous par exemple les entraîneurs, on parle aussi de fatigue. Oui. Quand on fait un plan d'entraînement, on va rechercher de la fatigue, on va chercher des adaptations physiologiques qui font que le corps va s'adapter et qu'il va progresser. Et si la charge d'entraînement est trop lourde, trop importante, on va tomber dans le surentraînement. Donc, je ne sais pas si c'est encore une autre forme de fatigue, mais nous, la fatigue, on la recherche. Donc, en fait, l'idée, ce serait que on sache qu'est-ce qu'on met derrière ce terme. Est-ce qu'on va utiliser d'autres termes plutôt que de dire fatigue en parlant de tout et de rien, de ce mot valise dans lequel on ne sait pas trop ce qu'on y met. C'est ça, en fait, la question que je te pose et que j'aimerais que tu nous expliques et qu'on fasse un peu la différence entre je suis fatigué parce que j'ai mal dormi, je suis fatigué parce que je suis trop entraîné, ou non, j'ai quelque chose de profond, puisque tu nous as parlé de choses qui durent dans le temps, et là, il faut que je m'inquiète, voilà, comment moi je vais me situer, ou comment les gens qui nous écoutent vont se situer par rapport à ce terme de fatigue. Oui, il y a un aspect qui est vraiment très simple, effectivement, pour différencier la fatigue physiologique
qui est lié à un excès de charge. Ça peut être un excès de travail, un excès de charge mentale, un excès de charge physique quand tu vas t'entraîner, versus la fatigue dont j'ai parlé problématique juste avant, fatigue chronique. C'est que si tu arrêtes le stimulus et si tu te reposes, si tu dors, la fatigue physiologique, elle disparaît. Alors que la fatigue chronique dont j'ai parlé avant, t'as beau essayer de dormir le plus possible, t'as beau essayer de te reposer, tu te lèves le matin, t'es encore fatigué. Donc la différence, elle est là. Et voilà, donc il y a une fatigue physiologique, une fatigue normale, et qui effectivement doit être recherchée dans le cadre du sport. On pourrait y revenir après parce que ça fait partie des stimuli qui vont déclencher des adaptations dont on a besoin pour progresser quand on est un athlète. Mais cette fatigue physiologique, il doit vraiment pas être confondue effectivement avec la fatigue chronique, qui est pour le coup, comme je l'ai dit, problématique. Le manque de sommeil dont tu parlais, c'est pareil, ça c'est une fatigue. Ça peut être une fatigue aiguë, c'est-à-dire je me suis couché trop tard parce que j'avais trop de travail ou j'avais fait la fête, peu importe. Oui, je vais me sentir fatigué, mais le soir je vais me coucher plus tôt et le surlendemain il y aura plus de fatigue. Alors que quand on a vraiment des troubles du sommeil qui peuvent être une des causes de la fatigue chronique, c'est autre chose. Là, c'est pas qu'on dort pas assez, c'est qu'on dort mal. Et là, il faut s'en occuper aussi, en allant voir un somnologue, etc. Donc, mais la fatigue chronique, c'est pas seulement le manque de sommeil, ça peut être plein d'autres choses. On en parlera peut-être après ou maintenant, comme tu veux. Mais voilà, donc c'est vraiment, on parle vraiment pas de la même chose. Et comme tu l'as dit, pourtant, en français, on va utiliser le terme fatigue dans les deux cas. C'est-à-dire quelqu'un qui va être fatigué après avoir couru un marathon ou quelqu'un qui va être fatigué après avoir subi un traitement pour le cancer ou après avoir eu un cancer, on va dire dans les deux cas, elles sont fatiguées, ces deux personnes. On comprend bien qu'on parle pas de la même chose. Donc, pour essayer de différencier un petit peu, on a de plus en plus tendance, mais pourtant le mot est pas très joli, de garder le terme fatigue pour justement cette fatigue au long cours et d'utiliser plutôt le terme fatigabilité pour la fatigue du sportif. En tout cas, c'est la traduction de fatigability qui a été proposée maintenant il y a quelques années dans la littérature scientifique anglo-saxonne. Donc voilà, moi j'utilise un petit peu ce mot, mais en même temps je l'aime pas beaucoup. Mais voilà, pour éviter effectivement d'utiliser le terme fatigue dans des contextes complètement différents, on peut s'en sortir comme ça, ou alors il faut dire la fatigue du sportif, la fatigue aiguë versus la fatigue chronique. Donc voilà. Après, il suffit de savoir de quoi on parle. Alors après, je termine, pardon, je suis un petit peu long, mais je termine avec un autre aspect de la fatigue du sportif dont tu as parlé, qui est le surentraînement ou la surcharge. Mais le vrai surentraînement dont on se remet de façon ça prend vraiment du temps pour se remettre d'un surentraînement, voire parfois certains athlètes ne s'en remettent jamais. Là, on est pour le coup dans la fatigue chronique du sportif. Et là, pour le coup, un athlète qui est surentraîné, il a beau se reposer, en tout cas, il va mettre plusieurs semaines et même plutôt plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, pour s'en remettre s'il s'en remet. Donc là, on est de nouveau dans une fatigue pathologique. Donc le sportif n'est pas à l'abri. Le sportif est souvent moins fatigué parce que l'activité physique est un des moyens, pour pas dire le moyen principal ou le seul moyen pour lutter contre pour la fatigue. Donc quand on est sportif, on a souvent plein d'énergie, on n'est pas fatigué, mis à part la fatigue liée à l'entraînement. Mais en tout cas, si on allège un petit peu les charges, on est plein d'énergie, on n'est pas fatigué. Mais l'exception, c'est effectivement le sportif surentraîné qui, lui, peut être très fatigué. Et le rester. Et du coup, ça va lui aussi impacter. Donc, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. C'est, est-ce que ça impacte ta vie quotidienne? Est-ce que ça va t'empêcher d'aller travailler, etc. Donc, si je suis un sportif, même qui m'entraîne beaucoup, la réponse est non. Si je suis surentraîné, peut-être c'est le cas. Et si je suis fatigué parce que j'ai une maladie chronique ou parce que je suis en situation de fatigue chronique sans avoir de maladie d'ailleurs, beaucoup de malades sont fatigués, mais on peut aussi être fatigué sans avoir de cause identifiée. On appelle ça la fatigue idiopathique. Donc ça, la première chose, c'est que ça va affecter ta vie personnelle, professionnelle, etc. Tu vois moins tes amis, ta famille, tu vas travailler à temps partiel, etc. Et le deuxième aspect fondamental pour les différencier, c'est celui que j'ai expliqué, c'est-à-dire, est-ce que quand je me repose, ma fatigue, elle disparaît ou elle reste? D'accord. Et parmi les solutions, alors moi j'ai retenu une phrase que tu avais dite, si on a plusieurs nuits en diminuant son sommeil 2 ou 3 heures, on va se retrouver dans les mêmes capacités cognitives que si on n'avait pas dormi de la nuit. Donc ça, c'est, je suis Guillaume Millet. Moi, je sais qu'à titre personnel, je suis très attentif maintenant parce qu'on en parle beaucoup et de plus en plus aux
au sommeil. Donc là, on s'aperçoit que quelque chose qui pourrait avoir à nos yeux, enfin en tout cas au mien, peu d'impact, 2 ou 3 heures de sommeil en moins, c'est pas non plus une nuit blanche, mais en fait, on s'aperçoit que si on n'est pas vigilant sur le sommeil, ça peut avoir des impacts très très importants. Donc, peut-être le premier conseil qu'on pourrait donner aux gens qui nous écoutent et qui se demandent s'ils sont fatigués ou pas, ou qui se sentent pas forcément en super forme, c'est d'être très vigilant sur le sommeil, qui est déjà peut-être la première des choses à faire et qui est simple à mettre en place finalement. Oui, simple et pas simple à la fois. Effectivement, on pense. Alors moi, je suis pas. Quand je dis la situation dont tu as parlé, ce sont pas mes travaux. Hein, c'est de la littérature scientifique, mais ce sont pas mes travaux. Et effectivement, les études montrent que ça c'est des protocoles expérimentaux, hein, mais qui ont une conséquence très pratique dans la vie quotidienne. Effectivement, si tu fais une nuit blanche, tu le sens le matin que t'es pas bien, que tu fonctionnes pas normalement, que ton cerveau il est embrumé, etc. Par contre, si tu fais par rapport à ton temps habituel de sommeil, tu fais plusieurs nuits où tu vas enlever 3 heures de sommeil, ce qu'on appelle la privation de sommeil partielle, bah, tu vas pas forcément te sentir moins bien sur le plan cognitif, et pourtant tes performances cognitives vont diminuer de la même façon. C'est ça que je voulais dire à travers cette citation. Maintenant, dans la vraie vie, donc ça s'applique, c'est-à-dire que on a tous un temps de sommeil qui est différent, mais on a tous besoin de dormir, ça c'est certain, mais certaines personnes très rares ont besoin de dormir 5 heures par nuit. D'autres ont besoin de dormir, très rare aussi, 10 heures par nuit. La majorité d'entre nous avons besoin de dormir 7h30, 8 heures par nuit, à peu près. Ça, c'est la médiane des Français. Donc, si on fait pas si on a besoin de 8 heures, et qu'on ne les fait pas, ça peut être tout un tas de raisons, professionnelles, ou Netflix, ou ta série que tu vas absolument voir, etc., ou les réseaux sociaux. Et effectivement, par rapport à nos enfants, c'est même pas nos ancêtres, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui avaient peut-être même pas l'électricité, qui allaient se coucher avec les poules, ensuite il y a eu l'électricité, ensuite il y a eu la télévision, ensuite il y a eu les réseaux sociaux, ça fait quand même beaucoup de... Et puis il y a une pression sociale à la performance, etc., donc on travaille... alors globalement, les gens travaillent moins parce que le temps de travail c'est atténué, mais en tout cas, il y a une certaine frange de la population qui est soumise à cette injonction de performance, et donc qui va peut-être aussi se coucher un peu plus tard, se lever un peu plus tôt pour travailler plus. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui dorment moins pour des raisons plutôt de loisirs, hein, liées aux écrans essentiellement. Donc avec l'impact que l'on connaît maintenant très bien de la lumière sur la production de mélatonine, la capacité à dormir. Bon bref, il y a quand même d'une très très grande partie de la population qui n'a pas son taf de sommeil. Donc si je dois dormir 8 heures et que je fais que 6 heures, effectivement, je vais peut-être pas me sentir hyper fatigué, mais il y a des chances que ça participe. Ça sera pas très évident, mais il y a des chances que ça participe à quand même globalement ce sentiment un peu diffus de fatigue. Et en tout cas, sur le plan cognitif, on va se sentir moins bien. On va aussi percevoir tout comme un petit peu, enfin, on va pas vraiment s'en apercevoir, mais parce que ça va s'installer progressivement, mais tous les efforts vont nous paraître quand même plus difficiles. Et ça, c'est problématique parce que du coup, ça va être encore plus difficile de faire de l'activité physique si on n'a pas suffisamment dormi. C'est pas qu'une histoire de fonctionnement cognitif, c'est que bah, déjà il y a des effets aussi sur l'inflammation, etc. Mais même sur la capacité à se dire allez, je vais me mettre en mouvement. Et on sait que le mouvement c'est la vie, et que sans activité physique, peut-être on pourra en reparler parce que c'est tellement important. En tout cas, le lien avec la fatigue, il est évident. On sait que si on bouge pas suffisamment, on peut pas être en bonne santé. Et quand on est privé de sommeil de façon chronique comme ça, ben on va encore une fois pas forcément s'en rendre compte, mais ça sera plus difficile de se mettre en mouvement. Donc ça va aussi impacter la quantité d'activité physique que l'on va faire dans la journée. Donc tu vois, les conséquences, elles sont vraiment multiples. C'est pas seulement cette histoire de fonctionnement cognitif, mais pour revenir à ta question initiale, effectivement, ça fait partie des conséquences. Et pour savoir si vous êtes dans ce cas-là, bah, il suffit de regarder si le temps de sommeil que vous avez la semaine où vous mettez votre réveil, etc., versus le week-end où vous mettez pas d'alarme, est-ce que ce temps de sommeil est à peu près le même ou pas? S'il y a un delta de plus d'une heure, il y a des chances que vous dormiez pas assez la semaine. Et c'est mon cas. Moi, j'en suis absolument conscient. C'est comme ça, c'est un choix personnel de dire, bah voilà, je travaille beaucoup, je fais ce choix-là. Est-ce que c'est bon pour ma santé? Sûrement pas.
j'arrive à être actif malgré tout. Donc, ça, au moins de ce point de vue-là, ça m'impacte pas trop. Sans doute que je le serais plus si je prenais plus de temps pour moi et si je prenais plus de temps pour dormir. Mais moi, j'ai un delta. C'est jamais très bien de parler dans des podcasts de soi, mais parfois ça permet d'illustrer un peu le propos. Moi, j'ai un delta qui peut être de 2 heures pour pas dire 3 heures entre la semaine et le week-end. Donc, c'est pas génial. J'en suis conscient. Voilà, mais c'est un moyen de voir si réellement vous dormez suffisamment ou pas. Et les jeunes, après, il y a la problématique des adolescents, etc. C'est encore autre chose. Mais... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant que chacun sache justement comment se situer par rapport à ça et qu'il soit conscient des choses qu'il doit mettre en place ou pas, hein, s'il a envie de le faire, s'il a envie de le faire ou pas. C'est ce que je disais. Je pense que sur le sommeil, on peut essayer d'avoir des effets et des actions qui sont pas si compliqués à mettre en place que d'autres choses que dans notre quotidien, on va pas pouvoir forcément réaliser. Et alors, juste te coupe, pardon, une seconde. Non, vas-y. Tu disais qu'on n'allait pas parler de trail, mais un petit peu quand même. Pas que. Oui, pas que. Mais quand même, nous, on a travaillé un petit peu là-dessus. On est en train d'encadrer une nouvelle thèse avec un collègue sur cette question du sommeil, l'effet sur la performance. Et globalement, il y a effectivement tout ce que j'ai décrit de la privation de sommeil chronique partielle sur la vie quotidienne, mais il y a aussi un impact encore plus important sur la performance. Donc, on va pas passer. Je vais essayer de faire des réponses un petit peu plus courtes, mais on va pas passer l'heure là. Non, mais c'est intéressant. Prends ton temps. Justement. Il y a vraiment quelque chose qui est important dans les sports d'endurance. Si je suis dans des sports de puissance, de force, c'est un petit peu différent. En tout cas, dans les sports d'endurance, c'est que si vous êtes en situation de privation de sommeil chronique, ce que l'on est tous plus ou moins au quotidien, il est vraiment important de supprimer cette situation-là de privation chronique la semaine avant la compétition en faisant ce qu'on appelle de l'extension de sommeil. Donc, au moins compenser ce déficit de sommeil que l'on a, si possible accumuler du sommeil, est-ce que c'est possible ou pas, ça c'est un petit peu débattu. En tout cas, dormir beaucoup la journée, le soir, etc. Quand on a en prévision pas seulement un ultra où on va pas dormir, parce qu'on aura une nuit ou deux sur les sentiers ou sur les routes, mais aussi juste une course classique à partir de 10 km, peut-être même plus court. On sait qu'il y a un impact du sommeil sur la perception de l'effort et donc sur la performance. Donc il faut vraiment tout faire pour dormir beaucoup la semaine avant, et donc on est en train de faire une thèse, on va tester justement l'effet de cette contre-mesure d'extension de sommeil sur la privation partielle, la privation totale, etc. C'est une thèse en cours qu'on a démarré l'an dernier ici à Saint-Étienne. Non, mais t'as pas été trop long, c'est hyper intéressant. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Alors, moi, je connaissais l'accumulation des glucides. On fait le plein de glucides dans la semaine qui précède la compétition. Donc, on va rajouter un conseil aux gens. Faites aussi le plein de sommeil. Donc, dormez. La semaine qui précède. Non, mais c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vais. Alors, on sait tous plus ou moins qu'il faut éviter de se coucher tard la semaine avant. J'imagine bien que quand tu faisais tes 100 km ou tes 24 heures, tu le faisais intuitivement. Mais on sous-estime l'importance que ça peut avoir. Parfois, tu sais, t'as des gars qui vont préparer leur sac un peu tard le soir, qui vont être sur les réseaux sociaux pour annoncer à la terre entière qu'ils vont courir l'UTMB. Donc ça, il faut oublier, hein. Il faut se coucher très tôt et toute la semaine si possible. D'accord. Ok. Ben écoute, ça c'est un conseil précis que je retiens et que je note, l'extension de sommeil. Sleep banking, dit en anglais. Pardon? Sleep banking en anglais. Sleep banking. Ça fait toujours mieux, tu sais, quand tu parles un peu anglais dans un podcast, ça fait toujours un peu classe, donc non, je plaisante, mais. Non, mais t'as raison. Extension de sommeil, on dit en français. T'as raison, les anglicismes nous gouvernent maintenant. C'est ça. Et donc, il y a une autre phrase que tu as dite et qui m'a interpellé, parce que justement, c'est pas forcément quelque chose de logique, mais en fait, c'est hyper intuitif. Le remède un peu miracle contre la fatigue, puisqu'on parle de fatigue, c'est justement de se mettre en mouvement, c'est l'activité physique. Donc, est-ce que tu peux développer un peu, voilà, si j'essaye de faire des efforts sur mon sommeil, si je me sens pas forcément très en forme, plutôt que de me dire je vais me reposer, je vais rien faire, je vais rester dans mon canapé et je vais regarder une série Netflix, il faudrait plutôt que je me force et que je me pousse à y aller, puisque c'est un remède. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Alors, on parle pas de la même chose là. Quand je parle de cette fatigue, je parlais vraiment des effets de l'activité physique sur la fatigue. Je parlais de la fatigue chronique problématique que l'on a évoquée au début. D'accord? Si je suis fatigué parce que je regarde Netflix trop tard le soir,
l'activité physique va pas être d'un grand recours. On connaît la cause. Quand on a des causes identifiées de notre fatigue, je dors pas assez parce que je regarde la télévision trop tard le soir, ben le remède, il est assez simple à trouver. Je vais me coucher plus tôt. Et là, je vais diminuer ma fatigue. Si je suis fatigué parce que j'ai un taux d'hématocrite, je suis anémié, qui est dans les chaussettes, ben, il faut que je prenne du fer, etc., pour remonter mon taux d'hématocrite. Donc là, parfois, on a des causes identifiées de notre fatigue. Mais en réalité, c'est super rare de savoir pourquoi on est fatigué. Et la plupart des gens qui sont fatigués, d'ailleurs, que ce soit après, dans le cas de maladies chroniques, et ce qu'il faut savoir, je l'ai pas dit encore, mais c'est hyper important, c'est que le symptôme numéro un des patients dans un grand nombre de maladies chroniques, pour pas dire toutes ou presque, ce dont ils se plaignent le plus, c'est la fatigue. Avant la faiblesse, avant la douleur, etc., les gens se plaignent de fatigue. Ils ont plusieurs symptômes, mais la fatigue est souvent dans les plaintes principales. Ou la fatigue idiopathique, comme j'ai dit, mais cette fatigue problématique, surtout si elle est chronique, donc elle dure depuis plusieurs mois, plus de 6 mois. En général, on met la barre à 6 mois. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est bien de cette fatigue-là dont on parle. Et dans ce cas-là, le remède universel, c'est l'activité physique. On parle pas de sport, on n'a pas encore différencié. Toi, tu connais la différence, mais pas forcément tout le monde. On peut le préciser d'ailleurs. Du sport, c'est vraiment le mouvement, l'activité physique, la marche, par exemple. Pas vraiment du sport, je parle pas de la marche athlétique, mais la marche peut déjà suffire. Ça peut déjà être un premier. Donc voilà, se mettre en mouvement, augmenter sa dépense énergétique. Et la raison, c'est que, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de médicaments contre la fatigue chronique. On peut prendre un peu des excitants du système nerveux, etc., mais on comprend bien qu'on peut pas prendre ça toute sa vie. Il y a des thérapies des comportementales, des interventions plutôt psy que l'on peut faire, qui peuvent aussi fonctionner. Donc il n'y a pas que l'activité physique, mais quand même, l'activité physique, c'est vraiment le remède numéro un. Donc nous, on a écrit un livre avec 2 collègues que je vais citer, qui s'appelle David Dupin et Baptiste Morel, qui s'appelle Défatiguez-vous. Et on va parler d'un peu de tout ça, des causes, de tout ce qu'on est en train de parler. Mais dans le livre, il y a énormément de choses sur l'activité physique pour cette raison-là. Et la raison pour laquelle quelqu'un comme moi, qui est au départ, qui a aucune raison forcément de s'intéresser alors je me suis intéressé au départ à la fatigue du sportif, le premier type de fatigue dont on a parlé. Et puis assez vite, j'ai basculé sur la fatigue du quotidien, la fatigue des patients. Pourquoi quelqu'un comme moi qui est spécialiste d'activité physique s'est intéressé à ça? Précisément pour cette raison, c'est que le mouvement est la seule façon, ou pas la seule, mais la principal moyen pour lutter contre cette fatigue chronique. Et les raisons, eh bien, elles sont multiples. C'est-à-dire que quand tu prends les mécanismes potentiels de la fatigue chronique, il est impossible de dire, enfin c'est très compliqué quand tu as quelqu'un qui se plaint de fatigue, de dire pourquoi il est fatigué. Parce qu'il y a tellement de raisons possibles. On peut essayer de deviner, on peut essayer de faire des tests, etc. Mais j'ai envie de dire peu importe. Bon, en réalité pas peu importe, mais j'ai presque envie de dire peu importe parce que si tu prends toutes ces raisons, ça peut être l'inflammation, ça peut être des qualités physiques qui sont quelqu'un de très déconditionné, donc toutes les tâches de la vie quotidienne vont lui paraître plus difficiles. Ça peut être quelqu'un qui est un peu déprimé, donc c'est pas de la fatigue, mais c'est en lien avec la fatigue quand même. Ça peut être quelqu'un qui dort mal, comme on a dit, mais c'est pas là pour le coup, c'est pas quelqu'un qui regarde Netflix, c'est quelqu'un qui dort mal et il a beau essayer de dormir, il n'arrive pas à dormir. C'est différent évidemment. Donc, mais bref, quand tu prends toutes les raisons potentielles pour lesquelles on peut être fatigué, le fait de bouger répond presque à toutes ces raisons. Et donc finalement, peu importe la cause ou les causes, parce que c'est souvent il y a plusieurs explications au fait que l'on soit fatigué, le fait de faire de l'activité physique va traiter cette cause. Et c'est la raison pour laquelle ça fonctionne si bien. Il y a juste quelques patients qui sont intolérants à l'activité physique, qui font ce qu'on appelle des malaises post-effort. Mais c'est encore une fois, il faut en parler. C'est un peu comme l'histoire de l'addiction en disant il faut pas ignorer ces problématiques-là. Mais encore une fois, ça concerne 5%. Donc j'en parle, mais à la fin, en disant oui, ça existe, mais pour 95% des gens, le fait de bouger va diminuer la fatigue. Et ça marche. Des études, on en a fait maintenant un assez grand nombre, et ça marche vraiment bien avec tout un tas de maladies chroniques. Bien sûr, on parle d'activité physique adaptée, on va pas les mettre au marathon du jour au lendemain. Et voilà. Donc non, c'est vraiment un remède miracle contre la fatigue, le mouvement.
est-ce que la raison pour laquelle l'activité physique est un médicament et le recours, est-ce que c'est pas justement parce que nous, les êtres humains, t'en as parlé, on n'est pas fait pour regarder des séries et pour être toute la journée en train de scroller sur un téléphone, mais on est fait pour bouger, pour marcher, pour courir, du fait de nos ancêtres. Alors moi, je l'explique et je le dis à ma manière. Toi, le scientifique, peut-être que tu peux nous préciser, enfin pas peut-être, tu peux nous préciser plus précisément cette espèce d'atavisme qu'on a. Peut-être moi, je crois qu'on peut mieux comprendre les raisons pour lesquelles on fait de l'activité physique si on nous explique d'où on vient et pourquoi. Oui, moi j'aime bien citer une phrase de Astran. Peut-être tu connais ce nom, c'est un physiologiste, mais qui Oui, est en célèbre, hein, qui a fait le professeur Astran, oui. Astran, un Scandinave, un Suédois, Oui. qui dit notre héritage génétique nous condamne à l'activité physique. Ouais. Il dit ce terme-là, nous condamne à l'activité physique, et il a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on est les descendants de chasseurs-cueilleurs qui faisaient entre 12 et 15 kilomètres à pied, en marchant et en courant d'ailleurs. Apparemment, la course à pied a participé à notre évolution tous les jours. Et ça a duré jusqu'à, effectivement, en néolithique, il y a peut-être 6-7 000 ans, quand on a commencé à inventer l'agriculture, etc., on a diminué peut-être un tout petit peu notre niveau d'activité physique. Mais bon, déjà, on a passé plusieurs centaines de milliers d'années en étant hyper actifs. Et puis même ces derniers 6000 ans, jusqu'à la révolution industrielle, bon, quand certes, peut-être on faisait pas 15 km par jour, mais enfin, quand il fallait faucher les champs à la main, la dépense énergétique, elle était quand même assez importante par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Et d'un coup, presque, en quelques décennies, on est passé de énormément d'activité physique à presque plus rien, mis à part quelques métiers évidemment qui restent physiques. Quand on est bûcheron ou maçon, on n'est pas trop concerné, mais bon, des bûcherons et des maçons, il y en a plus des tonnes. Donc pour la grande majorité d'entre nous, on est devenu complètement inactif. Et en plus de ça, on est devenu complètement sédentaire, ce qui pour le coup est pas très différent de nos ancêtres, mais l'est quand même d'une certaine façon, c'est-à-dire que nos ancêtres étaient aussi sédentaires, alors peut-être il faut faire un pas en arrière et expliquer la différence entre la sédentarité et l'inactivité. Donc j'ai dit qu'on était inactif, c'est-à-dire qu'on faisait on fait maintenant très peu d'activité physique, que ce soit d'ailleurs pour nos loisirs, pour nos transports, puisqu'on se transporte en voiture, en transport en commun, etc. Et pour nos activités professionnelles, puisqu'on est, beaucoup d'entre nous, on est assis à un bureau, d'accord? Donc nos ancêtres, eux, étaient très actifs, nous on est devenus inactifs, mais on est aussi très sédentaires, ce qu'étaient aussi nos ancêtres. Sédentarité, c'est le temps que l'on passe assis. C'est différent de l'inactivité. L'inactivité, c'est quand on bouge pas assez. La sédentarité, c'est le temps que l'on passe assis. Alors, c'est lié, mais c'est pas la même chose. Et là où je veux en venir, c'est que nous, on est assis, nos ancêtres étaient aussi assis, parce que quand ils avaient fini de bouger, d'aller chasser, d'aller cueillir, comme ils n'étaient pas sûrs de trouver à manger le lendemain, ils n'allaient pas jouer au foot pour le plaisir. Donc, ils restaient assis aussi autour du feu. Mais ils étaient assis pas de la même façon que nous. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas assis sur des chaises hyper confortables. Et puis surtout, régulièrement, ils devaient bouger pour aller mettre du bois dans le feu, etc. Donc, alors que nous, on est assis parfois pendant plusieurs heures de suite et on est assis sur notre chaise comme des couch potatoes, là, comme on dit en anglais aussi. Et on peut regarder trois épisodes d'une série de suite sans se lever de son canapé. Et puis au bureau, évidemment, devant son ordinateur, pareil. Donc, on était aussi sédentaire, mais c'était quand même pas tout à fait le même mode de sédentarité. Bon, peu importe, je reviens à l'inactivité, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Effectivement, d'un seul coup, on est devenu inactif, et ça peut pas aller sans conséquences. Si c'était qu'une histoire de fatigue, pour revenir au point de départ, bah, ce serait déjà grave, mais à la limite, ce serait pas grave. On pourrait presque l'accepter. À mon avis, non, mais c'est bien pire que ça. C'est-à-dire que toutes les maladies du siècle sont liées, en partie au moins, à un manque d'inactivité. Tout ce qui est alors bien sûr que les cancers, c'est pas seulement l'inactivité physique, mais l'inactivité physique fait partie de l'augmentation du nombre de cancers, le mal de dos, l'ostéoporose, les problèmes cardiovasculaires, j'en passe des meilleurs. Tout ça est diminué. Les risques d'avoir toutes ces maladies-là sont diminués
très fortement. Parfois, c'est 30%, parfois c'est même plus que ça, lorsque l'on est actif, et encore plus lorsque l'on est très actif, contrairement à ce que pense un grand nombre de gens. Donc voilà pourquoi effectivement on est obligé de, on peut pas s'adapter. Les organismes n'ont pas pu s'adapter en 80 ans, c'est pas possible. On a été pendant plusieurs centaines de milliers d'années très actifs et d'un coup on devient inactif. Forcément, ça peut pas fonctionner. D'autant plus que ça va souvent avec une prise de poids, de masse grasse, des mécanismes inflammatoires, etc. Parce que les chimpanzés, eux, ils ont pas ce problème. Hein. Eux, tu regardes des chimpanzés dans leur environnement, ils en secouent pas une. Hein. Ils sont comme nous. Hein. Ils sont très sédentaires et très très inactifs. Sauf que eux, ils sont pas obèses et ils ont pas de problème de maladie. Donc nous, on n'a pas le choix. Eux, ils ont le choix. Eux, ils le sont et il n'y a pas de problème. Et là, on rentre dans un autre registre, c'est-à-dire que là, on parle plus simplement d'être fatigué. Qu'est-ce que je fais si je fatigue? On parle d'enjeux de santé publique. On parle de. Et la fatigue est un enjeu de santé publique hein, aussi. Oui. Mais Voilà. c'est plus que ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Tu as raison. Ça va bien au-delà. Quand tu expliques que l'inactivité est la raison principale de toutes les maladies qu'on a actuellement, j'ai du mal à me dire que les gens qui nous dirigent n'aient pas pris conscience de ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on en est à se dire il faut faire parler Guillaume Millet sur tous les podcasts et dans toutes les émissions pour que les gens comprennent que là il y a un enjeu important et qu'il faut s'y mettre. Moi, tu vois, c'est un peu anxiogène ce genre de choses pour moi parce que je me dis que nous, oui, effectivement, on fait du sport, c'est dans notre ADN. Donc au quotidien, on va faire de l'activité physique, mais quand on voit que notre société elle a été capable de construire des escaliers, des escalators là pour empêcher les gens de monter, pour permettre aux gens d'éviter de monter des escaliers, on est quand même dans une logique, on est quand même dans une approche qui va complètement à l'inverse. Enfin, je sais pas quelle est la personne qui a imaginé qu'il fallait des escaliers qui montent tout seuls pour éviter que nous on les monte nous-mêmes. Enfin, on est quand même dans une logique qui est abracadabrante et comment toi tu te situes par rapport à ça? Alors oui, t'es peut-être le petit colibri qui essaye de ton côté de faire ce qu'il faut pour éteindre le feu dans la forêt, mais moi c'est un peu anxiogène ce genre de choses. Moi je me demande comment on peut se sortir de ça. Alors on sort un peu du débat, hein, mais c'est pas grave. On fait un peu de la philo là ou voir de la politique, mais c'est quelque chose qui moi me questionne et me pose problème. Je sais pas comment toi tu te situes par rapport à ça. Ouais, non, ce sont des débats, évidemment, tu t'en doutes, qui me passionnent et qui sont passionnants, à vrai dire. Effectivement, on sort bien du champ de la physiologie de l'exercice, mais ça fait rien. Donc, heureusement, je suis pas tout seul le petit colibri. Il y en a d'autres. Il y a des gens qui font ça depuis des années, depuis bien plus longtemps que moi. Des gens comme François Carré, par exemple, pour ne citer que lui. Mais effectivement, ça suffit pas. Comme dit François en rigolant quand il fait ses conférences, il dit, quand il parle au public, il dit, vous devez vous dire que j'ai rien foutu pendant 40 ans parce que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Effectivement, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Mais finalement, alors, quand tu te posais la question, c'est drôle quand tu dis, mais tu l'as pas dit comme ça, mais moi je vais le dire, quel est le con qui a inventé les escalators? C'est ça. Mais en fait, il faut pas voir ça uniquement comme quelque chose de négatif, parce que cette invention, elle répond à la même logique que l'invention de la roue, finalement, qui est de dire comment on fait pour rendre les choses plus faciles. Et je pense qu'on était bien content à un moment donné d'inventer la roue et la brouette, etc., qui diminuait la charge physique, etc. Sauf que pendant un temps, c'était sain d'avoir ce comportement. De la même façon que de rester assis autour du feu, c'était sain parce que on cherchait à économiser son énergie parce qu'on n'était pas sûr. Donc c'était un comportement qui était vertueux de s'économiser. Et l'être humain, on est les descendants de feignants, en fait. La feignantise est une qualité aussi. Il faut bien parce que ça nous permet on cherche tous les moyens pour s'économiser. Donc, le plus simple, évidemment, c'est de rester autour du feu, mais il y a plein d'autres moyens. On sait que on a de cesse que d'économiser son énergie naturellement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on va y revenir après, mais c'est la raison pour laquelle c'est si difficile de faire de l'activité physique. Même des gens comme nous, en tout cas moi, toi je sais pas, sauf si vraiment t'es un addict pur et dur, mais quand je vais courir, bien sûr je suis à la fois super content d'aller courir, surtout s'il fait beau comme hier, etc. Mais en même temps, je suis quand même obligé pour mettre les baskets, bon il faut se forcer un petit peu quand même au début. Voilà, donc ça s'explique comme ça, c'est qu'en fait naturellement, le comportement par défaut c'est la sédentarité. Le comportement, si on t'a le choix tu réfléchis pas entre le canapé et tes baskets, par défaut,
tu vas choisir le canapé. Il y a des gens qui sont très pertinents, y compris en France. Quelqu'un comme Boris Cheval, qui a fait d'ailleurs un livre, qui a écrit un livre qui s'appelle Le syndrome du paresseux, je te le conseille. Et puis des Je gens comme note. Daniel Lieberman, etc., des Américains là qui parlent là-dessus. C'est vraiment passionnant. Bon, quoi qu'il en soit, notre comportement par défaut, c'est ça. C'est d'être feignant, c'est d'être sédentaire. Donc, ça nous a permis d'inventer la roue. Donc, il y a quand même des qualités. Maintenant, inventer la roue et inventer l'escalator, je suis d'accord avec toi, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ce qui était vertueux d'inventer la roue, on peut dire c'était bien, ça a permis d'éviter à peut-être un certain nombre de personnes de mourir d'épuisement parce qu'ils ont trop travaillé, etc. Ça a allégé le fardeau du travail à un certain moment. Ça a permis de se déplacer sur de plus grandes distances, etc. Donc ça, c'est chouette. Et en même temps, l'escalator, ben oui, tu peux dire que c'est bien parce que ça économise l'énergie, sauf que comme là, maintenant, on a besoin de la dépenser, cette énergie, parce qu'on n'est plus du tout actif, on n'est plus du tout forcé d'être actif, ben là, pour le coup, c'est complètement contre-productif et effectivement, ça a un impact majeur sur notre santé. Mais les gens, ils se posent même pas la question. Dans mes conférences, je montre toujours une photo de personnes qui vont dans la salle de fitness et qui prennent l'escalator. Tu vois, tu vois, le cerveau humain, il est capable de se faire des nœuds comme ça, incroyable. Parce que tu réfléchis pas, en fait. Tu dis, tu es obligé de mobiliser tes ressources cognitives en disant, je vais faire de l'activité physique, je vais à la salle de fitness. Donc là, c'est contre nature parce qu'on est des descendants de gens qui ont été sédentaires et qui n'avaient de cesse de rester assis. Donc on est obligé parce qu'on a un cerveau qui nous dit, bah oui, tu sais, à condition de le savoir, mais quand même la majorité des gens qui font pas d'activité physique, c'est pas du tout parce qu'ils sont pas au courant que c'est bon pour la santé. C'est juste qu'ils mettent pas en place ce qu'il faut et peut-être ils n'ont pas eu, pour revenir au tout début de ma présentation, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, ils ont pas eu la chance d'avoir des parents qui leur ont facilité les choses, qui leur ont donné aussi je sais pas si tu connais le terme de littératie physique, qui leur ont donné les capacités de pouvoir aussi être autonomes. C'est pour ça que les profs d'EPS ont aussi un rôle important dans la société, parce que ça permet aux gens de prendre en main leur vie active plus tard. Donc bref, peu importe. Pour revenir à mon exemple, effectivement, tu es obligé de mobiliser tes ressources cognitives pour aller dans la salle de fitness. Et quand tu fais pas gaffe, tu as l'escalator. Ok, bah tant pis, je prends l'escalator alors que tu as l'escalier à côté. Donc c'est juste drôle quoi en fait. Mais c'est drôle et c'est informatif en même temps. Du coup, je sais plus dans quoi je me suis embarqué, mais bon bref. On parlait de quoi déjà? C'était ta question d'origine, c'était autour de. Je sais plus, je suis perdu comme toi, mais c'est pas très grave parce que c'est vrai on a fait cette digression. Je trouve ça, enfin, l'exemple de la salle de fitness et de l'escalator, enfin, c'est à mourir de rire. Moi, je le constate, mais c'est logique, c'est quand tu sors de l'avion et puis t'as soit le choix entre les escaliers, soit le choix entre l'escalator. Je suis souvent le seul de tout l'avion à prendre les escaliers et tous les gens prennent l'escalator. Mais là, on a une population. Dans les aéroports, mais dans le métro. Ouais, voilà. Là, on a une population normale, enfin normale, voilà, qui est dans la norme, donc c'est logique. Mais les gens du fitness, ouais, c'est vraiment très drôle. Non, mais c'est logique. Oui, c'est logique. Ouais, C'est le bon mot. C'est logique. C'est pour ça que d'être feignant, encore une fois, ça peut avoir des vertus, mais malheureusement de nos jours, il faut pas se laisser aller. C'est logique, c'est naturel parce qu'on est les descendants de ces gens qui étaient sédentaires. Donc notre comportement par défaut, c'est la sédentarité, mais il faut aller contre nos penchants et il faut bouger parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. On est condamné à être actif pour reprendre le fil de notre discussion. C'est ça. Et alors, oui, je disais le petit colibri que tu es. Alors, le petit colibri que tu es, il a mis en place il met en place un programme pour justement, comme toi, tu es un scientifique, je parle à ta place, je veux pas parler à ta place, tu veux montrer, tu veux prouver que l'activité physique, elle est indispensable. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles de ce projet que tu es en train de lancer, de ces gens que tu veux mettre à l'activité physique pour qu'ils fassent 100 kilomètres. Alors, c'est un ultra trail. Enfin, voilà. Explique-nous un petit peu ce que tu mets en place actuellement pour essayer justement d'illustrer tout ça et de le faire de manière scientifique, carrée et suivie. Ouais. Alors je vais répondre à ta question dans un instant. Juste avant, rappeler quand même que le fait que les effets positifs, la démonstration des effets positifs de l'activité physique, on n'a pas attendu Guillaume Millet, heureusement, ça fait 75 ans qu'on les connaît. C'est-à-dire que les premières études qui ont montré des effets positifs de l'activité physique datent de 1950, des années 50. C'était juste pour l'anecdote qui est sympa à raconter. C'était un docteur anglais qui s'appelle Maurice qui avait comparé les contrôleurs et les chauffeurs de bus à Londres
et les contrôleurs étaient assis toute la journée à leur volant. Les chauffeurs étaient assis toute la journée à leur volant, alors que les contrôleurs dans les bus à Londres, hein, il y a 2 étages, donc ils montaient et descendaient les marches toute la journée et il avait regardé les dossiers médicaux, les taux d'infarctus, la sévérité des infarctus. Et il avait déjà montré que les contrôleurs avaient moins de problèmes à l'époque, c'était sur le cœur, que les chauffeurs. Ensuite, il a refait la même chose entre les postiers qui faisaient la tournée et puis ceux qui faisaient le tri, qui étaient au bureau, etc. Oui, Donc, voilà. Donc là, tout ça pour dire, ça date de 1950. Et depuis, impossible évidemment de comptabiliser le nombre d'études sur le sujet qui vont, pour ainsi dire, toutes dans le même sens, des effets bénéfiques. Donc les politiques dont tu parlais tout à l'heure, ils n'ont pas cette excuse de dire ah oui mais on le sait depuis trop peu de temps pour mettre en place des politiques en faveur du mouvement et du sport. Ça, on le sait depuis 75 ans. Donc il va falloir trouver une autre excuse pour pas le faire. On n'a pas d'ailleurs répondu à ça dans ta question. Pourquoi justement on le fait pas? Qu'est-ce qui empêche les politiques? Donc, à l'échelle individuelle, on le fait pas pour les raisons qu'on a expliquées, parce qu'on est naturellement, on est obligé vraiment de mobiliser nos ressources pour le faire. On est naturellement feignant, sédentaire. Par contre, le rôle des politiques, c'est justement de pas laisser les gens aller dans leur penchant négatif. C'est la même chose pour la nutrition, pour l'alimentation, etc. Et c'est la même chose pour les écrans. Donc, ils essayent parfois, il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain systématiquement. Mais en tout cas, pour ce que je connais un tout petit peu l'activité physique, même s'il y a le sport sur ordonnance, blablabla, 2-3 choses qui ont été faites. Non, mais globalement, c'est évident qu'on n'en fait pas assez. Alors pourquoi ils le font pas? C'est difficile de répondre à cette question. Il y a très peu de lobby du sport, du sport professionnel, mais du sport santé, il y a très peu de gens qui se battent pour ça. Hein. Les colibris, on est quand même pas très nombreux. Inversement, il y a beaucoup de lobby pharmaceutique, donc eux, ils ont quand même plutôt intérêt à ce que les gens, sans être complotistes, mais ils ont plutôt intérêt à ce que les gens soient malades. Hein, s'ils veulent vendre des médicaments, c'est sûr que l'activité physique, ça rapporte moins, encore qu'on peut vendre quand même du matériel sportif, mais on n'a pas besoin de grand-chose pour bouger, hein, une paire de chaussures et puis on peut marcher. Et puis surtout, je pense l'explication, enfin j'imagine, je suis pas certain, mais une des explications, c'est que si tu mets en place une politique pour favoriser le mouvement, tu vas pas voir les effets le lendemain. Donc, il faut un courage politique et les politiques, ils pensent tout de suite à leur réélection, etc. Alors, il y a des très bons politiques, il faut pas encore une fois dire tous pourris, blablabla, mais en tout cas, c'est sûr que c'est du long terme. Des politiques de prévention, on voit les effets, alors pas dans 50 ans, mais ça met quelques années avant qu'il y ait des effets et malheureusement, et peut-être qu'ils n'ont pas ce temps-là. Donc, en tout cas, je suis pas en train de leur chercher des excuses, pas du tout. Non, il faut faire beaucoup plus. Il y a des choses qui se font, c'est vraiment. Et on le sait que même d'un point de vue économique, c'est une connerie. On le sait, ça a été montré. Dire 1 euro investi dans la prévention par l'activité. D'ailleurs, la prévention en général, c'est pas par l'activité physique seulement, mais en tout cas dans la prévention par l'activité physique permet de rapporter X. Est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3 euros, est-ce que c'est 5? En termes d'économie de soins de santé, ça c'est difficile de dire. Effectivement, ces chiffres, ils sont difficiles à avoir ou à calculer. Mais quelles que soient les études, le rapport il est positif. C'est-à-dire que tu mets 1 euro, tu gagnes plus qu'1 euro. Donc il faut, la prévention, on est vraiment pas bon. Et en particulier en France. Bref, je reviens à ta question. Désolé, je fais beaucoup de digressions, mais non, mais c'est hyper intéressant. On pourrait même continuer là-dessus. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi je trouve ça passionnant parce que effectivement, dans l'état de santé actuel de nos finances, c'est pareil. Je ne comprends pas comment on peut ne pas investir. Mais bon, peu importe. C'est une histoire de santé des gens, c'est une histoire même d'économie. C'est ça qui est plus difficile à accepter. Quoi qu'il en soit, 0 tout 100. Ouais, 0 tout 100. Effectivement, des moyens, comme je l'ai dit dans mon introduction, mon métier, c'est d'essayer de faire bouger les gens et de comprendre ce qui se passe quand on bouge. Donc, on cherche des moyens. Donc, ce qu'on est en train de faire là, je vais pas te dire qu'on pisse dans un violon, on se fait plaisir, ce qui est déjà pas mal, tous les deux. J'espère qu'on fera plaisir à quelques-uns de tes auditeurs. Mais je suis assez lucide sur l'impact que ça va avoir. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui vont écouter seront des gens qui seront déjà actifs. Je vois pas quelqu'un qui, les 50% des Français qui sont insuffisamment actifs ou totalement inactifs. Je pense qu'il y a très peu d'auditeurs de Bruno Hobby parmi eux. Les gens qui te suivent, c'est soit des gens qui courent ou à minima qui sont actifs. Donc, on prêche à des convaincus là. Donc, notre boulot, c'est d'essayer de réfléchir effectivement. Alors, j'espère que c'est pas complètement, heureusement, parce que au-delà du fait que je me fasse plaisir, j'espère que ça sert quand même un tout petit peu à quelque chose, dans le sens où
en donnant un petit peu des arguments, ce que j'essaye de faire là, depuis 1 heure bientôt, à ces gens-là, peut-être qu'eux auront un petit peu plus d'outils pour aller eux-mêmes convaincre leurs amis ou la famille. Donc, je me range au moins derrière ça pour me pour me dire bon, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas complètement inutile. Mais effectivement, l'enjeu, c'est comment on fait pour toucher les gens qui sont complètement inactifs et sédentaires. Eh bien, Zéro tout cent, c'est un petit peu cet objectif-là. C'est de montrer par l'exemple et en essayant de médiatiser ça que on est vraiment fait pour courir et de documenter les effets, même si encore une fois, comme je l'ai dit, ça a déjà été documenté. Alors, on a d'autres projets qui sont aussi dans ce même registre. Par exemple, on a un projet qui s'appelle EvaLife où on a développé et après je te promets, je vais parler de Zéro tout cent, mais on a développé une station d'évaluation des capacités physiques qui est mobile et qui est en mode autonome, c'est-à-dire les gens arrivent vers la station. Alors c'est des tests tout à fait classiques, c'est la force de serrage, la force des quadriceps, l'équilibre, la souplesse, sit and reach, tous des tests que tout le monde connaît, enfin tous les spécialistes d'activité physique connaissent. Sauf que nous, on a fait une station qui peut se déplacer dans les entreprises ou ailleurs, dans les hôpitaux, dans les mairies, etc. Et ça se fait en mode autonome, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir quelqu'un, t'as pas besoin de payer quelqu'un pour faire les tests. Les gens arrivent avec leur téléphone, il y a une vidéo qui leur explique comment faire. Donc, on peut tester les principales qualités physiques et derrière, on est en train de travailler sur un algorithme qui existe. On est en train de l'améliorer dans le cadre d'un autre travail doctoral et une application pour pouvoir produire des programmes d'activité physique qui seraient un petit peu adaptés aux forces et aux faiblesses des gens. Voilà, ça c'est un autre. Et là, l'idée c'est d'aller justement, par exemple, dans les entreprises. Au départ, c'était ce qu'on voulait faire. Bon, pour différentes raisons, on n'a pas encore réussi à le faire. On espère, on n'a pas renoncé. C'est difficile, il faut trouver de l'argent, etc. Bon, bref, peu importe, je suis pas en train de me plaindre, mais c'est la réalité. Qui rejoint d'ailleurs notre discussion d'avant, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour la recherche. Je parle évidemment pas que de ma recherche, mais en tout cas c'est le cas. En tout cas, c'est l'idée d'aller à la rencontre des gens sédentaires là où ils sont, puisque c'est ça vraiment l'enjeu. Je referme la parenthèse cette fois, promis, de bon, et je reviens à tout ça. Non, mais alors justement, non, mais c'est intéressant comme d'habitude de ce que tu dis. Mais ça veut dire que c'est uniquement accessible aux gens de la plus belle ville du monde, c'est-à-dire de Saint-Étienne et des alentours, ou bien c'est quelque chose qui a vocation à grandir. Si quelqu'un qui habite Reims comme moi se dit ah ouais super, je vais essayer ce truc-là, on peut pas. C'est géographiquement réduit. Pour l'instant, non. On n'a pas encore d'ailleurs fini complètement la station puisqu'on a les 2 tiers seulement des outils qui sont complètement en mode autonome. Typiquement, l'endurance cardio-respiratoire, il y a encore besoin de quelqu'un pour faire le test. Donc, on a besoin d'argent pour développer ça, mais on espère que ça va être réglé maintenant dans les mois qui viennent. Par contre, la station, oui, il existe 2 exemplaires pour l'instant, les 3. Mais l'idée, c'est dès le début, on a pensé à ça en utilisant des technologies open source, des capteurs bas coût, etc., pour qu'on puisse sortir des stations. Notre objectif, c'était qu'elles soient à moins de 10 000 euros, de façon à pouvoir la dupliquer et pouvoir effectivement, notre rêve, ce serait qu'il y ait une maison, une station dans chaque maison sport santé, par exemple en France, ça c'était notre rêve un peu fou, et qu'on puisse trouver dans chaque grande ville de France une station comme ça. D'accord. Donc, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a peut-être que des sportifs, mais il y a peut-être aussi des chefs d'entreprise ou des investisseurs, ils peuvent s'adresser à toi. C'est ça. Voilà, tu recherches des fonds et on peut te contacter et participer au projet. Ouais. Et ils peuvent aussi participer au projet Zéro tout cent, puisque là aussi on a besoin encore de financement, même si là pour le coup il y a un impact médiatique tellement important qu'on a quand même trouvé des sponsors. Donc on va enfin venir à Zéro tout cent, mais c'est la même logique de dire comment on fait pour toucher le grand public. Donc là le levier c'est plutôt les médias, et à travers comment faire pour intéresser les médias, c'était d'avoir une idée un petit peu folle, un petit peu originale, qui est celle que tu as bien expliquée, de dire on part de zéro et on amène des gens, on essaye de montrer qu'on va amener des gens à 100 km. Et dans ce projet, c'est pas tellement l'ultra moi j'adore l'ultra, je fais l'UTMB plein de fois, etc. C'est pas tellement ça en l'occurrence c'est la CCC, là c'est pas les 100 km, hein, c'est pas l'UTMB complet, parce que en 18 mois il faut pas non plus exagérer, mais c'est un vrai ultra, donc c'est quand même, ça sonne bien, ça intéresse, on n'est pas du tout sûr de réussir, mais en tout cas c'est pas tellement ça qui nous intéresse, on pense que c'est possible, moi je pense que c'est possible, on reste encore à le démontrer, mais c'est pas la CCC en elle-même, c'est de dire, on va montrer
Et ce qui est un petit peu original, c'est, comme je l'ai dit, c'est pas de montrer que l'activité physique c'est bon pour la santé, c'est d'aller contre cette idée reçue dont je me suis un petit peu énervé au tout début de notre entretien, de dire que oui, mais attention, dès que vous dépassez les 3 heures par semaine, oulala, il y a une espèce de courbe en U inversée, et après il y a des effets délétères de l'activité physique. Je sais pas, toi t'as couru toute ta vie et beaucoup. Quand je te vois, j'ai pas l'impression que t'es pas en très bonne forme. Et voilà. Donc non, clairement. Alors après, je parle pas du Tour des Géants ou de la Swiss Peak ou des courses comme ça, mais en tout cas des courses type CCC, UTMB, à condition de pas faire n'importe quoi. Moi, je suis assez persuadé que c'est assez bon pour la santé. Alors pas là, je parle pas de la course en elle-même, je parle de s'entraîner pour faire ce genre de course. Quoi qu'il en soit, en tout cas, au moins la CCC, c'est sûr que l'impact même de la course, il est quand même assez mineur. Et surtout, l'objectif de se préparer pour faire un 100 km, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir progressivement, mais qu'à la fin, les gens, ils s'entraînent, alors pas 30 heures par semaine, il faut pas délirer, mais qu'ils s'entraînent une dizaine d'heures par semaine, qu'ils fassent un peu des week-end shocks, des choses comme ça. Donc, ces 10 heures par semaine, ça correspond peu ou prou, et même, on n'est même pas tout à fait au même niveau que nos ancêtres. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de nous ramener à cette activité physique régulière d'1 heure par jour, 1 heure et demie par jour. Et là, moi, je veux montrer qu'effectivement, quand on fait 1 heure et demie par jour, nos coureurs, ils seront plus en forme que quand ils auront, évidemment, que quand ils sont sédentaires, mais même que lorsqu'ils faisaient que, entre guillemets, une demi-heure par jour, ce qui est les recommandations de l'OMS. Donc voilà, c'est un peu ça l'originalité, c'est de dire, on va montrer que beaucoup d'activités physiques, sans que ce soit extrême, mais de faire 10-12 heures par semaine, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Sans oublier de dire que si on fait un peu d'activité physique, c'est mieux que rien. On a le droit aussi d'avoir un petit peu des discours nuancés de temps en temps. On n'est pas obligé d'être binaire. Et puis, on va aussi rappeler bien sûr que nous, pour les besoins de l'étude, parce que déjà 1 an et demi de suivi, c'est super long. J'ai choisi de dire, voilà, on va partir sur 1 an et demi. Je pense que c'est faisable, mais on va pas dire, faites la même chose dans votre coin. Comme je dis en plaisantant, c'est réservé à des professionnels. Par contre, si on arrive à montrer qu'effectivement, monsieur, madame, tout le monde, donc là, on est en plein dans puisque maintenant on a l'accord officiel du comité d'éthique. Bon, je vais pas faire une nouvelle parenthèse, mais ça, j'aurais pu en parler, parce que ça aussi, c'est assez informatif. Bon, peu importe, maintenant qu'on a l'accord officiel de faire l'étude, on a lancé les recrutements, donc on est en plein en train de faire les interviews. Là, cet après-midi, j'en ai une quinzaine, là, de 20 minutes chacune. Et c'est génial de voir les candidatures que l'on a eues, y compris des mères de famille qui ont 4 enfants, etc. Donc, si on arrive à montrer que c'est des gens comme ça qui ont parfois proche de la cinquantaine, arrivent en 18 mois, certes, en étant encadrés, suivis, etc., médicalement, scientifiquement, avec un coach, arrivent à faire la CCC, ça laisse quand même de l'espoir à beaucoup de gens. Donc, en le médiatisant, puisqu'on aura la chance d'avoir France TV, Le Monde, etc. Donc, on espère pour le coup toucher le grand public. Voilà, je dis pas qu'on va révolutionner la science et que grâce à nous tout le monde va courir demain, mais voilà, c'est un des moyens que l'on a trouvé pour essayer de toucher le grand public, puisque c'est vraiment ça l'enjeu. Donc là, vous êtes dans la phase, vous avez fait appel à candidature et vous recevez les gens et donc vous allez choisir, enfin tu vas choisir, enfin ou ton équipe va choisir il y a combien de personnes? 40. 40, c'est ça, ouais. 20 hommes et 20 femmes. 20 hommes et 20 femmes. Vous êtes en train de choisir les 40 personnes qui vont participer au projet, sachant que ces 40 personnes, elles partent de zéro, on est bien d'accord. Elles sont sédentaires. C'est ça. Elles sont sédentaires. Alors, on a un ou deux qui marchent un petit peu, etc., qui promènent leur chien, mais voilà, en tout cas, ils font pas de sport, ça c'est sûr, ça c'est vraiment absolument rédhibitoire. La plupart ont des emplois de bureau, parce qu'il faut qu'elles soient non seulement inactives, mais sédentaires pour bien revenir sur la différence entre les deux, c'est-à-dire que non seulement elles doivent pas faire du vélo, aller bosser 1 heure et revenir 1 heure par jour, une demi-heure par jour tous les jours, mais en plus il faut pas qu'elles soient actives dans leur travail. Donc on a été assez strict là-dessus. Et voilà, donc effectivement, elles partent vraiment de zéro, à la fois sur la sédentarité ou proche de zéro, sur la sédentarité et sur l'activité, et ceci depuis plusieurs années. On a des gens dans ceux qu'on interviewe, peut-être qu'on va retenir, qui ont eu fait du sport, mais il faut au moins qu'ils aient eu une interruption de 10 ans pour qu'on puisse dire qu'elles sont réellement revenues à zéro. Et puis, si c'est quelqu'un qui a fait du sport à haut niveau, etc., on les a écartés aussi. Il faut que ce soit, voilà, on essaye de. Après, des gens qui ont jamais fait de sport, ça n'existe pas. Sauf quelqu'un qui aurait été vraiment exempté de PS toute sa vie, ça n'existe pas. Au moins, on fait du sport à l'école.
D'accord. Donc des sédentaires inactifs, puisque maintenant, grâce à toi, on fait bien la différence entre sédentaire et inactif. Ouais. Une chose de plus qu'on aura appris dans D'ailleurs, cet je suis en épisode train de, du tu vois, là, je suis en train podcast. de te parler. Alors, il n'y aura pas la vidéo du podcast dans le podcast, mais je suis en train de te parler actuellement debout. Je sais pas si tu le vois. J'ai remarqué. Je me T'as vu suis que dit, j'ai un peu, ouais, je suis en train je de me faire suis du stepper, dit, en fait. J'ai un stepper et je suis en train de faire du stepper avec mon bureau assis debout, là. Et franchement, c'est génial. ouais, j'ai vu, Ouais, j'ai remarqué. Mais il y a pas une contradiction entre ce que tu nous as dit précédemment et le fait que vous ayez des candidats, puisque tu nous dis les gens qui sont inactifs, enfin ceux qui nous écoutent ne sont pas inactifs, et donc on va avoir du mal à les toucher. Comment vous avez fait vous pour convaincre ou contacter, déjà contacter puis convaincre, enfin convaincre, je ne sais pas s'il a fallu les convaincre, mais comment vous avez fait pour trouver des gens, puisque ces sédentaires inactifs, on pourrait penser que ils ont pas envie de faire d'activité physique, puisqu'ils sont sédentaires inactifs, ils regardent Netflix, tout va bien pour eux. Ben non, tout va pas bien pour eux parce que la plupart, ils sont quand même conscients. La plupart des gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, la plupart des gens qui font pas d'activité physique, c'est pas parce qu'ils ne savent pas que l'activité physique, les messages, ils passent quand même. Mais Ouais. Donc il y a de l'espoir. Donc il y a cette connaissance alors qui est parfois pas très fine. Parfois les gens ne connaissent pas la différence. Il y a des chiffres d'ailleurs dans la littérature qui montrent que pour 80% des gens en fait sont conscients des recommandations de l'OMS. Alors pas forcément de manière complète, je disais encore un rapport, je pourrais sortir les chiffres, j'ai plus en tête, mais pas forcément l'entièreté des messages qui est de dire c'est 150 minutes d'activité physique par semaine d'intensité modérée. Donc des fois cette notion d'intensité elle est pas bien comprise, etc. Mais en tout cas le fait de bouger, les gens sont conscients de ça. Pour presque tout le monde. Donc si on le fait pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on doit le faire. C'est parce que pour les raisons qu'on a décrites plus tôt, c'est difficile de s'y mettre, surtout si on n'a pas eu la chance d'être actif plus jeune. Donc les gens sont conscients et ils nous contactent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à me discipliner, j'arrive pas, j'aurais besoin d'un coach, etc. Et là ils voient passer l'étude. Comment? À travers les médias, on a communiqué. Alors c'est vrai qu'on a communiqué surtout en local, en régional. Donc on a beaucoup de candidatures de Lyon, Saint-Étienne, mais quand même on en a un peu de toute la France. Et puis après on n'a pas non plus communiqué énormément parce que des candidatures on en a reçu déjà beaucoup. On avait 900 pré-candidatures. Après quand il a fallu faire le dossier complet, on a cherché à noircir un peu le tableau parce qu'on voulait que les gens soient bien conscients de ce à quoi ils s'engageaient. C'est quand même pas, ok, c'est fun de dire je vais faire la CCC, c'est fun, mais il faut pas qu'ils oublient que c'est une étude scientifique, qu'il y a des tests à faire, faut venir à Saint-Étienne 5 fois. Enfin, c'est pas simple comme protocole quand même. C'est quelque chose d'extraordinaire au sens propre du terme. Ouais. Bref, au final, on a eu quand même 230 candidatures complètes, plus des candidatures qui étaient ou soit complètes, soit qui étaient pas, les gens étaient déjà trop sportifs, etc. Donc on les a écartés. Et voilà, donc on a le choix, on doit garder une personne sur 6 qui a candidaté, donc ça nous laisse quand même un peu de marge. Alors ça me fait penser ce que tu nous racontes là. Moi quand j'étais prof de PS, parfois les gamins, je parlais pas de ce que je faisais en cours, hein. je racontais pas ma vie, mais avec les médias ils le savaient. Et un jour, un gamin me dit, mais monsieur, mais comment vous faites pour courir 100 km? Et je leur ai dit, tu veux vraiment savoir? Eh ben, vous allez le faire, vous. Et donc, j'ai lancé l'idée, ce que j'avais appelé le défi des 1000 pattes. Donc, les gamins couraient 100 km en relais. Chacun faisait 10 km. Et nous, on n'a pas fait un 0 tout 100. On a fait un 0 tout 10. C'est-à-dire qu'ils partaient de 0. Et à l'époque, il y avait une émission qui passait à la télé où on éliminait des candidats. Je me rappelle plus, une émission de télé-réalité. Et je me suis dit, on va se baser là-dessus. Ça va. Donc, on a comment dire, candidaté les gamins. Ils sont venus, ils nous ont présenté leur projet. On a essayé de faire ça bien, comme cette émission de télé dont j'ai oublié le nom. Et donc premier mois 1 kilomètre, deuxième mois 2 kilomètres, et ceux qui ne faisaient pas le kilomètre le premier mois, les 2 kilomètres le deuxième mois étaient éliminés. Et ils devaient arriver à 10 kilomètres au bout de 10 mois. Et tous ceux qui arrivaient à 10 kilomètres au bout de 10 mois, on les emmenait faire un 100 kilomètres en relais au Maroc. Enfin bref, le projet s'est construit comme ça au fur et à mesure. Ouais, ça a été extraordinaire. On a eu comme parrain Stéphane Diagana qui me disait mais Bruno, faut que tu dupliques ça. Je dis mais attends, on est dans l'éducation nationale, ça ne marche. Non, c'est pas possible. Ah bon? Mais non, c'est pas possible. Enfin bref, et c'était et je revois encore maintenant hein, tous ces anciens élèves. Donc 45 candidats, on est un collège de 310 élèves, 45 candidats, 44 sont allés au bout. 44 sont allés au bout et donc ont couru 10 kilomètres. Donc oui, tout ça pour dire que
il y a un message d'espoir dans ce que tu dis, c'est-à-dire que si on met en place les outils, l'environnement nécessaire et suffisant et utile, on peut espérer que les gens se mettent à faire de l'activité physique. Et ça, c'est peut-être le message le plus positif que je retiens, en tout cas moi, et j'espère que tu es d'accord avec moi. Enfin, en se disant, c'est pas perdu. Si on Non, met bah, en place des choses, si j'étais convaincu que c'était perdu, je serais pas là. Je serais à la pêche. Mais, non, non, tu serais sédentaire à la pêche. je serais sédentaire, sauf si je fais la pêche à la mouche, peut-être. C'est vrai. C'est vrai. Donc il y a un vrai message d'espoir. Si on met en place tout ce qu'il faut, on peut amener les gens à faire J'ai le l'activité sentiment physique. que globalement, là, on a touché le fond et qu'on est en train de remonter un tout petit peu. C'est plus un sentiment que documenté scientifiquement, mais je sais pas, dans ce que je vois autour de moi, j'ai le sentiment que certaines personnes, y compris personnes âgées, commencent à bouger un petit peu plus qu'il y a peut-être 10 ans. Donc voilà, on est peut-être au fond de la piscine et voilà, si les politiques pouvaient surfer un peu là-dessus et en faire un peu plus pour aider la population attractive, ce serait pas mal. C'est le bon moment, je pense. Ouais, parce qu'ils sont un peu élus comme ça. Ils sont un peu élus pour ça quand même. Ils sont un peu élus quand même pour nous aider et pour voilà, ils sont un peu à notre service quand même. Donc on se demande vraiment ce qu'ils font et voilà, on va pas repartir sur la politique, mais oui, c'est vrai que là, je pense qu'il y a un vrai défaut de la part des gens qui nous dirigent. Moi, j'ai pas peur de le dire. Et donc l'entraînement, c'est toi qui va gérer ça. Tu vas leur faire un programme. Non, ce sera avec École de Trail, qui est de D'accord. Internet. Ils auront un coach qui leur sera attribué personnellement à distance, Ok. mais avec un programme. Alors, ce programme sera un peu le même, la trame sera la même pour tout le monde. Oui, bien Après, ça sûr. sera individualisé au bout de 6 mois. Il y a des chances que ce soit un peu différent entre les coureurs, mais on va faire comme si un coach devait entraîner son athlète et l'emmener le plus haut possible. On va D'accord. pas freiner ceux qui s'adaptent plus vite pour attendre les autres. Ouais, donc c'est vraiment du personnalisé et du sur-mesure. Bah, écoute, je crois que là, il va falloir ah non, dans 18 mois, ouais. On va refaire un épisode dans 18 mois pour que tu viennes nous raconter Eh ben, avec plaisir. comment ça s'est passé. Ça va être intéressant de voir si tous ces candidats sont arrivés au bout. Euh, J'avais encore plein d'autres questions à te poser, mais voilà, je sais pas si tu as Bon, été après, bavard, comme tu si veux, moi j'ai été j'ai bavard. encore 10 minutes, voilà, c'est comme tu veux. J'ai encore, Ouais, bah alors, on prenne un café 10-12 minutes, allez, on va dire. Donc, si tu as d'autres questions. ouais, on va profiter de ta présence. Alors, on était sur l'entraînement. Tu fais partie des gens. Je sais pas si tu t'en souviens. À Saint-Étienne, j'étais dans ta voiture, on devait aller au labo, je sais pas ce qu'on faisait, enfin peu importe. C'était un stage avec l'équipe de France et puis tu étais intervenu et tu m'avais parlé de la puissance aérobie, de l'endurance aérobie, de l'efficience. Et c'est toi qui m'as vraiment éclairé sur ce que j'appelle le triptyque de la performance. Ma méthode champenoise d'entraînement, c'est pas moi qui ai trouvé le terme, c'est Gilles Bertrand, donc je me permets de le réutiliser. Donc c'est ces notions de, pour moi, l'entraînement, c'est puissance, endurance, efficience, c'est ces trois choses-là qui font travailler. C'est toi qui m'avais vraiment éclairé là-dessus. Et moi, je vais pas te demander de parler d'entraînement, mais juste peut-être nous dire ta vision actuelle de l'évolution. On a parlé de l'évolution de l'être humain, on a parlé de l'évolution des technologies. Comment tu vois, toi, même si c'est le scientifique qui est invité, c'est pas forcément un entraîneur, mais je connais tes compétences dans ce domaine-là. Comment tu vois l'évolution actuelle de l'entraînement, ces notions de seuil plus, de double seuil, de zone 1, de zone 4. Moi, c'est mon quotidien, l'entraînement, donc j'essaye de rester ouvert et attentif à tout ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on essaye, on a parlé de la roue tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on essaye de réinventer la roue en permanence, avec maintenant cet impact fort. J'essaye d'utiliser un terme qui n'est pas trop négatif, des réseaux sociaux. Comment tu vois euh, l'entraînement maintenant et son évolution et les performances qu'on voit réaliser chaque semaine? Alors, je suis pas forcément hyper pertinent sur le sujet. Effectivement, j'entraîne pas moi-même, etc. Donc, je suis un peu les choses dans la littérature et puis sur les réseaux aussi, malgré tout. Malheureusement, je suis aussi sur les réseaux. Alors, un peu forcé au départ et puis après, je me fais piéger comme les autres. Bon, bref, peu importe. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai un peu quand même le sentiment, même si mon avis vaut ce qu'il vaut, mais que il y a quand même des effets de mode. Le double seuil, par exemple. Ok, tout le monde veut faire du double seuil.
Ok, peut-être qu'il y a quelques Norvégiens qui courent un peu plus vite que les autres. Il faut peut-être se poser la question pourquoi les Norvégiens sont si forts en sport en général et pas qu'en course à pied. Et si c'est une histoire de double seuil, je pense que ça se saurait quand même. Donc voilà, il faut arrêter de s'énerver trop avec ces histoires de double seuil. Et puis c'est la même chose pour d'autres modes, hein. Des modes, on a un certain âge tous les deux, donc on en a vu passer un certain nombre. Et voilà, donc je me méfie un petit peu de ça. Même chose sur la récupération. On va te parler de bain chaud, bain froid, de cryothérapie. Ok, tout ça, ça peut être des choses qui sont utiles. On oublie que la base, ça reste la nutrition et le sommeil, etc. Donc c'est voilà, parfois on oublie de remettre un petit peu l'église au centre du village. On part sur des trucs parce que c'est à la mode, et puis on oublie un petit peu les fondamentaux. Donc commençons déjà effectivement, que ce soit en termes d'entraînement ou en termes de récupération, par respecter les fondamentaux. Ça n'empêche pas effectivement de s'informer, de rester à l'affût de tout ce qui peut sortir et tout ce qui peut être innovant, parce que dans le lot, forcément, il y a des choses qui sont intéressantes, mais il faut pas changer sa façon de s'entraîner du jour au lendemain parce que le dernier, c'est en fonction du dernier qui a causé. Voilà, c'est ça mon avis, quoi. C'est oui, il peut y avoir des bonnes choses, mais c'est pas le dernier qui a causé qui a raison. Ouais, et c'est un peu, hélas, ce qui se passe en ce moment avec les réseaux sociaux. Et moi, je le vois avec les gens que j'entraîne et que j'accompagne. Hein. C'est un vrai problème et c'est pas forcément évident à gérer parce que moi, je veux pas passer pour un vieux con, tu vois, en disant mais moi là, ce qu'on nous apprend là, nous, il y a 35 ans, on le faisait déjà. Mais bon, c'est vrai que parfois, c'est un peu agaçant. Mais tu Est-ce sais, que moi non, pour revenir un peu à la science, au débat un peu plus scientifique, mais qui touche le terrain, donc c'est en lien quand même avec ta question. En ce moment, il y a un truc qui est à la mode, le dernier truc à la mode, c'est la durabilité. Il faut entraîner la durabilité. Tu as dû peut-être entendre parler ouais, de ce terme-là. Ok, très bien. Donc c'est un scientifique anglais qui est légitime, hein, c'était le scientifique du projet ce 2 Hours là de Kipchoge. Donc il est tout à fait compétent, etc. Donc parce que justement il est compétent et qu'il est connu, il parle de durabilité, tout le monde parle de durabilité. Et en disant, bah oui, le modèle de Joyner, auquel tu faisais référence, VO2 max, coût énergétique et seuil, voilà, c'est le modèle pour le marathon en tout cas, blablabla. Voilà, on oublie là encore que avant Joyner, il y avait Diprem Prero qui avait déjà un modèle qui remplaçait le seuil par la notion d'endurance et que l'endurance implique, de mon point de vue, la durabilité. Donc finalement, oui, si tu prends Joyner, il y a besoin d'un quatrième facteur qui est la durabilité, mais si tu remplaces le modèle de Joyner par le modèle antérieur d'Ypres Prero, finalement la durabilité est déjà incluse dans l'endurance. Donc c'est là ça. encore, on a besoin d'inventer des nouveaux termes pour quelque chose qui existait déjà. Je suis en train d'essayer de rédiger un petit papier là où je vais essayer d'expliquer ça. Bon, ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais quitte à passer pour un vieux con, ouais. Mais c'est un peu la même chose que ce que tu disais il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a jamais posée ou que je ne t'ai pas posée et que tu voudrais que je te pose quelque chose que j'aurais oublié. Et puis après, on terminera. C'est toi d'ailleurs qui va clôturer cet entretien puisque le podcast s'appelle Figure de sport et donc je suis impatient mais ça sera dans un deuxième temps que tu me dises quelle est ta figure de sport à toi. Donc, alors, est-ce qu'il y a une question qu'on ne pose jamais ou que je t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais que répondre? Non, on a posé beaucoup des questions quand même J'imagine, ouais. depuis le temps que je bavarde comme ça sur les podcasts et non, il n'y a pas de question qui me vient comme ça. Non, j'ai pas de question. En tout cas, pas de question tabou. D'accord. Ok, ça marche. Et ben c'est bien. Ça veut dire qu'on a couvert pratiquement tout le spectre. Mais même s'il y a plein de questions que je Ah, dois il y te a plein poser, de choses sur lesquelles j'adore parler. Typiquement, j'adore parler, enfin, de plein de choses. Dans tes notes là que tu m'avais envoyées, il y avait le modèle de la chasse d'eau. ouais, c'est ça. Il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, ouais. Voilà, ça. À mon âge, heureusement, j'ai quand même fait un certain nombre de choses, donc on peut pas parler de tout. J'adore parler aussi un truc j'ai fait encore une interview hier avec deux filles super là qui vont écrire un bouquin sur le trail au féminin. J'adore parler des différences entre les hommes et les femmes. Ouais. Travailler un peu sur cet aspect-là. Donc il y a plein de choses qui me branchent, mais une question précise comme ça à sortir, non. Ok, on va refaire une autre émission. Je pense que ça me semble évident. Alors Guillaume, c'est qui ta figure de sport? Ma figure de sport, c'est, je dirais, Jacques Glassman.
ou Ok. voilà, les Tommy Smith ou Colin Kaepernick, voilà, ces gens qui ont pris le risque de mettre en Ouais, Jacques Glassman, tu nous expliques? Moi, je connais Jacques Glassman et effectivement, Effectivement, c'est c'est trois noms peut-être qui sont pas connus. Alors peut-être ouais, Kaepernick un petit peu plus, hein, qui est celui qui a mis le premier, qui a mis le genou à terre pour revendiquer contre les violences policières aux États-Unis. Tommy Smith qui avait aussi pour la même raison levé le le point. point avec son Mexico, collègue dont j'ai oublié le nom à Mexico. Mexico, Et ouais. puis Jacques Glassman, alors c'est pour le coup là, c'est pas pour le droit des personnes noires, c'était celui qui a refusé de se faire acheter lors du fameux match, mais effectivement fameux pour nous parce qu'on est anciens, mais pour les jeunes c'est pas si fameux, du fameux match OM Valenciennes en 1991, 12, je sais plus. Ouais. OMVA, ouais. Ouais, Le match OMVA. 93, peut-être même 93, qui voilà, donc il voulait se faire acheter par Bernard Tapie à l'époque et il a refusé. Et il en a payé le prix puisque sa carrière s'est quasiment terminée. Il est devenu prof à Jeunesse et Sport et encore. Il a mal tourné, il est devenu prof. Voilà, il a mal tourné, il est devenu prof, mais non, il a pas mal tourné, mais en termes de salaire, je pense qu'il a mal tourné, ouais, par rapport à ce qu'il gagnait en tant que footballeur professionnel. Donc, il a vraiment payé le prix comme les deux autres dont j'ai parlé. Et voilà, bon, moi, c'est ça qui plus que les performances sportives, c'est ces gens-là que j'ai envie de mettre en avant et on parle plus jamais. La preuve, c'est qu'on est obligé d'expliquer qui est Jacques Glassman alors qu'on devrait lui faire une statue. Presque, j'exagère un tout petit peu, mais en tout cas, bon, voilà, c'est ça ma réponse. Mais écoute, merci Guillaume. Merci pour ton temps. Et puis, ben voilà, je pense on va se revoir parce que d'abord, pour savoir où en sont les 40 candidats de 0 tout 100, c'est pas Koh-Lanta, mais c'est beaucoup plus passionnant à mon avis. Et puis, parce qu'il y a plein d'autres questions que je t'ai pas posées et qu'il faudra que je te pose. Merci pour ton temps, Guillaume. Et puis, bonne continuation avec le 0 tout 100. Merci Bruno, avec plaisir. Au revoir. Je souhaite et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie par avance si vous me le faites savoir de la manière qui sera la plus pratique et la plus appropriée pour vous. Merci pour votre soutien. Il est important car ce podcast est porté par des énergies bénévoles. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Figures de sport, à la rencontre de personnes toujours aussi intéressantes et toujours plus inspirantes. À très bientôt.